En direct de Saint-Malo, le dessinateur Hugo Pratt. Bonsoir. Et puis Agen Racing ce soir en finale du championnat de France de rugby à un peu moins d'une heure du coup d'envoi. André Martre en direct du Parc des Princes. Alors quel match ce soir? Rugby caviar ou soupe à la grimace? André Martre au Parc des Princes. Alors on a des images pour l'instant de Daniel Herrero, l'entraîneur de Toulon dans la tribune, et une caméra qui bouge beaucoup. Est-ce que nous avons la liaison avec le Parc des Princes et André Martre? On n'a pas la liaison pour l'instant. Nouvelle tentative. Oui, André Martre. Je vous entends. Alors, quel match ce soir? Rugby caviar ou soupe à la grimace au Parc des Princes? Écoutez, on espère surtout du beau jeu ce soir entre le Racing et le SEA Genève. Et pour cela, je crois que j'ai deux invités qui sont fort célèbres, puisque c'est l'ancien capitaine de l'équipe du Racing qui s'appelle Gérald Martinez, tout le monde le connaît, le président du Showbiz. D'ailleurs, je voudrais qu'on fasse un beau plan sur son nœud papillon. Regardez-le comme c'est beau. Gérald Martinez qui nous a fait l'amabilité d'être parmi nous ce soir. Et ensuite un grand malheureux, Philippe Béraud. Philippe Béraud qui ne joue pas dans cette équipe à Genève depuis déjà de longs mois et qui, la mort dans l'âme ce soir, va regarder ses camarades dedans disputer cette finale. Philippe Béraud, ça doit faire très mal, ça doit être très difficile. Oui, je crois que c'est très dur effectivement d'être blessé et de ne pas pouvoir participer à une fête comme celle-là avec toutes les conditions idéales. Mais je crois qu'il faut un petit peu se donner la raison. Et je crois que moi, de toute façon, je n'ai pas le choix et je fais avec maintenant. On voit cette finale également cadet qui voit l'équipe de Béziers qui mène 3-0 face au Stade Toulousain. Une belle finale entre parenthèses. Et avant de donner la parole à Gérald Martinez, alors le showbiz ce soir. Je sais que Jean-Baptiste Lafont nous a dit qu'il allait offrir un nœud papillon au président François Mitterrand. C'est tout ce qui va se passer dans la soirée? Oui, mais ce qu'on aime un petit peu, c'est que les gens qui ont envie de faire rêver un petit peu et de faire vivre un petit peu le rugby... Béraud est là, il doit être malheureux et je le ressens comme ça. Moi, je me suis écarté un petit peu et j'ai fini le rugby parce que je l'ai voulu. Et lui, il doit être là, il est là, il doit être vraiment grosse peine. Je dois dire qu'aujourd'hui, ça doit être la fête, ça doit être le plaisir, ça doit être la joie de vivre. J'espère que les deux équipes vont faire le maximum pour faire rêver tout le monde. Merci. Merci André. Merci André Martre en direct du Parc des Princes, Agen Racing, donc est résumé bien sûr à 22h50 dans Soir 3. L'actualité internationale dominée ce soir encore par le Gabon où un calme relatif a régné aujourd'hui après 72 heures d'émeutes. Mais c'est bien l'ensemble du pays qui est secoué aujourd'hui par un mouvement d'opposition hostile au président Bongo. À Port-Gentil, correspondance de notre envoyé spécial Pierre Babet. Les compagnies pétrolières quittent Port-Gentil. Les cadres et les techniciens continuent de rejoindre Libreville et la production d'hydrocarbures a été réduite au strict minimum technique. Je viens à l'instant de rencontrer des passagers d'un Transal de l'armée de l'air française. Tous relatent des scènes de pillage et d'émeutes, mais ils disent aussi n'avoir pas été réellement inquiétés et certains militaires français avouent leur surprise de voir les Européens quitter aussi rapidement Port-Gentil. Pour l'instant, l'armée gabonaise regarde et laisse faire, mais surveille les points sensibles à Port-Gentil. Les Français, quant à eux, assurent la sécurité des accès et des pistes de l'aéroport. Ici, à Libreville, tout est calme, étrangement calme, mais à la tombée du jour, certains quartiers commencent déjà à s'agiter. Libreville, Pierre Babet, FR3. Environ 1500 ressortissants français ont déjà été rapatriés ce soir du Gabon. Les témoignages recueillis il y a quelques minutes à l'aéroport de Roissy font parfois état de véritables scènes de pillage à Libreville et à Port-Gentil. Témoignages recueillis ce soir par Marie-Odile Pagnaise. Quelle est la situation là-bas? Tendue, C'est-à-dire chaude, très chaude et apparemment ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Des voitures pillées, des magasins pillés, des voitures incendiées, des inscriptions, des gens avec des machettes qui menacent. Qu'est-ce que vous avez laissé sur place? Comment êtes-vous parti? Ça, c'est tout. Vous pensez revenir là-bas? Vous avez laissé quelqu'un là-bas? Mon mari, en principe, doit revenir demain, mais on n'est pas sûr, on attend. En Roumanie, l'indifférence à l'ouverture du procès de Nicu Ceausescu, âgé de 38 ans, le fils du dictateur, dont le procès est retransmis cette fois à la télévision, a choisi de plaider non coupable de génocide. En Roumanie, correspondance de notre envoyé spécial Jérôme Catala. Tout le monde l'appelle Nicu, mais son vrai prénom est Nicolae comme son père. Pourtant,
Pourtant, il se refuse à endosser les habits de dictateur sanguinaire légués par le comte du 14. Et dès l'ouverture de son procès, Nikou dément avoir donné l'ordre à la police et à la Securitate de tirer sur la foule le 22 décembre. Il explique qu'il savait que les manifestants n'avaient pas d'armes. Nikou se défend seul. Amaigri, il bafouille, mal à l'aise, vêtu comme s'il avait froid, alors que la température avoisine les 30 degrés dans tout le pays. Son parcours est celui d'un fils de famille, successivement responsable des jeunesses communistes de la capitale, ministre de la jeunesse, puis premier secrétaire du PC roumain pour la région de Sibiu. Sibiu, où son procès s'est ouvert dans une indifférence presque totale, car même s'il utilisait son pouvoir pour séduire, comme il l'a fait avec Nadia Comaneci par exemple, beaucoup de Roumains voient surtout en lui un faible, un velléitaire que sa mère Elena a toujours terrorisé. Après la confirmation des résultats et les 85% du président Iliescu, la Roumanie n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une véritable explosion sociale. La classe politique, unanime pour réclamer l'économie de marché, oublie de préciser à la population ce que sera le prix à payer pour cela. Reportage en Roumanie, Jérôme Catala, Marc Doux. L'IMGB, l'entreprise de machines lourdes de Bucarest, avec ses 15 000 employés, elle est sur la liste noire du gouvernement. Une liste qui comporte 150 noms. Pour chaque cas, une seule question, peut-on sauver l'entreprise ou faut-il la fermer? Car selon les Roumains, leur pays est dans le même état que le Japon après la guerre. Mais surtout, les ouvriers travaillent encore pour une entreprise d'État et ne comprennent pas que la future économie de marché signifie inflation et chômage. Nous avons des gens qui sont pratiquement affamés, qui ne sont pas prêts à accepter des sacrifices. Il y a un ethos social qui n'est pas, disons, compatible avec un changement brusque. Il y a des gens qui rejettent le communisme, mais ils veulent préserver, ça c'est tragique, ils veulent préserver les commodités d'un système socialiste. Écoutez ces ouvriers, ils ont voté à 90% pour le Front de Salut National et attendent tout de lui comme avant. Non, nous n'avons pas peur des réformes, car nous avons bien voté. Non, je ne peux pas être au chômage, j'ai 3 enfants. Comment je ferais si j'étais chômeur? À mon avis, les entreprises ne doivent pas fermer, on doit nous donner ce qu'il faut pour continuer à travailler. C'est nous qui leur apprenons que le sort de leur entreprise est actuellement entre les mains du gouvernement. Immédiatement, le directeur général, qu'ils ont pourtant élu en janvier dernier, est pris à partie. Oui, il y a de fortes chances qu'une partie des ouvriers de cette usine soient licenciés. Mais ce seront ceux qui ne font pas leur travail, ceux qui ne prennent pas leur tâche au sérieux. Bref, la victoire politique du Front de Salut National s'est bâtie en partie sur une méprise. Comme tous les partis, le Front sait que seul le passage à l'économie de marché pourra sauver le pays. Mais il s'est bien gardé jusqu'ici d'évoquer le prix d'une telle transformation et c'est bien sur ce terrain que l'opposition maintenant va tenter de reconquérir les esprits. Au cours du 19-20, le 12 mai dernier, M. Claude Lanzmann, qui était notre invité, avait évoqué la France de 1939 et une rencontre entre M. von Ribbentrop le ministre des Affaires étrangères français, Georges Bonnet, sur l'éventualité d'envoi de Juifs à Madagascar. Dans une mise au point, le fils de Georges Bonnet, le député Alain Bonnet, nous précise les points suivants. Lors de l'entretien qui a eu lieu le 6 décembre 1938 et non en 1939, le ministre français a exprimé au nom de la France son indignation contre les persécutions exercées à l'égard des Juifs. Deuxième point, contrairement aux propos de M. Lanzmann, le gouvernement français n'a jamais envisagé d'envoyer des Israélites à Madagascar. Le premier référendum écologique organisé en France, près de 150 000 électeurs de Montpellier et de 16 communes limitrophes ont eu à décider aujourd'hui de l'emplacement de la nouvelle décharge publique. Commentaire de Jean-Marc Pitt. Le référendum écologique n'a pas soulevé l'enthousiasme populaire dans la région de Montpellier. Son initiateur, Georges Frêche, ne s'attendait pas à un miracle. Il jugeait par avance une participation de 5 à 10% comme correcte. Les électeurs convoqués devaient choisir entre l'incinération et le tri sélectif de leurs ordures domestiques. Mais ils avaient surtout à se prononcer sur le choix du Madieu comme nouveau site de leur décharge. Jusqu'à maintenant, les déchets de Montpellier et des communes environnantes sont déversés au Thau sur le territoire de l'Athès. Mais depuis 1989, cette commune refuse de rester la poubelle de la région. Le député maire de Montpellier, Georges Frêche, propose alors un nouveau site, le Madieu. La commune de Montarnot, sur laquelle il se trouve, s'oppose tout aussi violemment à ce projet.
Selon le résultat de la consultation, le conseil de district qui regroupe les 15 communes de l'agglomération montpelliéraine saisira le Conseil d'État pour qu'il y mette un avis. Le préfet tranchera ensuite, en suivant ou en s'opposant à la voix populaire. Social, l'absence ce matin encore dans les kiosques du quotidien L'Union de Reims. Le syndicat du livre CGT qui s'oppose au plan de modernisation du journal menace maintenant d'étendre le conflit à d'autres titres de la presse française. À près 12 jours de conflit à Reims, les localiers du quotidien continuent cependant à travailler pour être prêts au cas où le titre parviendrait à reparaître. À Reims, reportage de Yannick Aroussi. Rien de nouveau dans le conflit entre direction et ouvriers du livre CGT. Aujourd'hui, chacun campe sur ses positions, pas de négociation en vue. Pendant que les syndicalistes distribuent leurs tracts, Béatrice, journaliste à la rédaction locale de Reims, part en reportage. Son sujet d'aujourd'hui, une remise de la médaille de la famille française. Prise de contact, photos, interviews, la routine du localier. Pourtant, depuis mardi, personne ne lit les papiers de Béatrice. Depuis le début de la semaine, les 97 journalistes de l'Union travaillent dans le vide. De retour au journal, Béatrice va écrire son papier, mais elle ne sait pas quand il sera publié. Je ne sais pas, il paraîtra dans une semaine, dans un mois. De toute façon, là, on essaye dans la mesure du possible, chaque fois qu'on se déplace sur un reportage ou même quand on prend l'initiative, de toujours penser à une parution qui puisse attendre quelques jours, quelques semaines. Mais le plus frustrant, c'est d'avoir des informations qui doivent être livrées tout de suite et de ne pas pouvoir les donner. Par contre, les nouvelles circulent très vite au sein du journal grâce à l'éphémère, feuille d'information continue, éditée chaque fois qu'il se passe quelque chose. Le besoin d'informer est toujours bien vivant dans la rédaction. Dans l'attente d'une éventuelle publication, le travail continue. On fait la tournée des commissariats et des casernes de pompiers. Même si l'activité est ralentie ou en tout cas bien différente de la normale, on reste prêt au cas où le journal reparaîtrait demain. Les sports, la Formule 1 et le nouveau coude à coude Senna-Prost demain à Monaco. Le Brésilien a signé aujourd'hui sa 45e pole position. Il aura à ses côtés en première ligne la Ferrari du Français, Alain Prost donc. Et juste derrière les deux hommes, il y aura la Tyrrell d'un autre Français, Jean Alesi. Ambiance à Monaco aujourd'hui, Jean-Bernard Vitellio. La foule, le soleil et des moteurs qui hurlent, c'est la carte postale du week-end à Monaco. Ici, le Grand Prix se gagne en grande partie durant les essais. Demain, pendant la course, il sera tellement difficile de doubler sur ce circuit en ville que le vainqueur est forcément parmi les 6 meilleurs temps réalisés aujourd'hui. 1 minute 21 secondes, 314 millièmes, record absolu pour Ayrton Senna. Le Brésilien a survolé le tracé de la Principauté. Pour lui, on peut dire que Monaco, c'est vraiment le pied. L'occasion d'ailleurs de partir en première ligne pour la 45e fois de sa carrière. Je suis vraiment très content d'avoir fait la pole. On a vraiment bien travaillé et j'ai la chance d'avoir eu des tours clairs. Claire aussi la détermination de Prost. Sa Ferrari marche bien, même s'il explique qu'avec le nouveau moteur, elle a perdu en vitesse de pointe. Il n'empêche que la voiture rouge est dans la même seconde que celle de Senna. Alain signe le deuxième temps et annonce la couleur. Sur ce genre de circuit, de toute façon, il est aussi un petit peu plus rapide. Donc je crois que les voitures ne sont pas très loin en qualification, avec certainement un avantage pour la McLaren. Mais quand on a une différence même d'une seconde au tour en qualif, en course, normalement, la Ferrari est mieux. Donc je suis vraiment très optimiste. Je sais que demain, il s'en ira pas loin devant, ça c'est sûr. C'est sûr aussi que demain on retrouvera Jean Alesi, l'Avignonnais qui épate tout le monde cette saison tant il a l'air à l'aise en se mesurant avec les plus grands. Alesi sur la Tyrrell à moteur Ford qui réalise le 3e temps après avoir signé ce matin les meilleurs chronos dans la séance d'essais libres. À Monaco pour sa première participation dans un baquet de F1, Alesi s'éclate carrément sur cette piste et il le dit. Je suis bien dans une voiture de course, je m'éclate avec mon équipe, avec mes ingénieurs, on arrive à faire un bon travail ensemble. Et puis bon, je me régale avec. À ses côtés, en deuxième ligne, on retrouvera la Williams-Renault de Ricardo Patrese. En troisième ligne, la McLaren de Gerhard Berger. Et l'autre Williams, celle du Belge Thierry Boutsen. Mansell ne partira qu'en quatrième ligne. À noter que Alboreto et Grouillard ont été éliminés. 2 poids et 2 mesures. La Coupe de France de football, c'est bien sûr le Racing qui sort de l'ombre pour atteindre la finale après sa victoire sur Marseille, 3-2 hier soir. Mais c'est aussi Saint-Etienne qui fait payer à Robert Herbin les rêves enfuis d'un retour sur la scène européenne. La Coupe de France a donc 2 visages. Dominique Champeau. En Coupe de France plus qu'ailleurs, le bonheur des uns cache presque toujours la détresse des autres. L'exubérance de ceux qui ont en partie sauvé leur saison tranche forcément avec la déception de ceux qui ont au contraire tout perdu.
Cette reprise de volée de Cantona n'est rien d'autre en fait qu'un coup de pied de l'âne qui renvoie un plus mal loti à ses problèmes et prépare une fois la fièvre retombée une remise en question lourde de menaces. Je suis infiniment déçu. Et chacun sait qu'en France, un président déçu, c'est un entraîneur qui part. Moi j'ai été surpris, je ne m'y attendais pas pour tout vous dire. Lui non plus, au fond, ne s'y attendait pas. Et son visage, hier soir, trahissait une émotion bien légitime. Ce soir, je suis fier pour eux. C'est la seule chose que j'ai à dire. Il y a des gens qui, des fois, peuvent me faire. Philippe Piet a le bonheur revanchard. Le voilà pourtant payé de bien des tourments, car hier soir, son équipe a trouvé une âme. Entre la morosité de la conférence de presse de l'après-midi et le bonheur intense d'une fin de match historique, c'est toute la magie de la coupe qui est passée par là, et c'est de très loin son meilleur profil. Basket, la deuxième défaite de Limoges depuis le début du championnat. En match retour de la finale du championnat, Limoges s'est incliné cet après-midi à Antibes sur le score de 100 à 96. Dernière minute, dernière seconde, dirais-je même, de la rencontre que vous vivez ici. La victoire d'Antibes 100 à 96 qui va provoquer une belle entre les deux équipes. Belle qui décidera du titre de champion de France donc et qui se jouera mardi soir dans la salle des Limougeaux, qui auront donc l'avantage et les faveurs du pronostic. Sachez encore en cyclisme que Laurent Fignon a abandonné cet après-midi dans le Tour d'Italie, souffrant trop d'une chute mardi dernier, souffrant trop donc de son dos blessé. Dans un instant, nous irons en direct à Saint-Malo où s'est ouvert hier le premier festival international du livre d'aventure et de voyage. Nous rejoindrons nos invités, le dessinateur Hugo Pratt, le scénariste et dessinateur de Corto Maltese, et puis Michel Lebris qui est l'organisateur de ce festival. Mais tout de suite, présentation de cette grande manifestation, Philippe Poix. Surcouf, Jacques Cartier, Duguay-Trouin, Chateaubriand, ces messieurs de Saint-Malo, d'autres encore, ont apporté à combien le goût de l'aventure, des voyages, de la littérature. La cité corsaire a décidé d'accueillir cette année d'étonnants voyageurs, rassemblés sous le signe de la bande dessinée, de la littérature et du cinéma d'aventure. Premier festival du genre, Étonnants Voyageurs 90 est le rendez-vous de plus d'une centaine d'auteurs, dessinateurs et scénaristes dont les héros vont de Spirou à Corto Maltese, dont les aventures nous ont fait passer à tous des heures agréables devant un livre, une BD ou dans une salle de cinéma. 3 jours durant, tous ces auteurs sont confrontés au public à l'occasion de rencontres, de débats, d'expositions et de séances de signature. C'est l'occasion aussi pour les plus jeunes d'exprimer à leur façon leur goût pour l'aventure. Certains d'entre eux seront-ils un jour d'étonnants voyageurs. Michel Lebris et Hugo Pratt, donc invités du 19-20 en direct à Saint-Malo. Ils vont apparaître dans un instant sur ma gauche. Voilà qui est fait. Michel Lebris, quelle est la finalité de ce festival? On va vous reprocher de copier un petit peu tout ce qui se fait ailleurs, un nouveau salon du livre, un nouveau salon de la bande dessinée? Ah non, non, je crois que c'est vraiment une manifestation tout à fait originale. Ça s'appelle Étonnants Voyageurs pour bien manifester qu'il ne s'agit pas d'un festival de plus de spécialistes de traversée de l'Amazonie en patin à roulettes, mais vraiment d'écrivains. Et notre rêve, c'était de rassembler les écrivains du monde entier pour manifester cette idée de la littérature, un peu le rendez-vous des enfants de Stevenson et de Conrad, disons. Et ce qui explique donc la présence à vos côtés d'Hugo Pratt et surtout de son héros, j'ai envie de dire, Corto Maltese, c'est le grand invité de ce festival à Saint-Malo. Vous lui avez consacré une énorme exposition. Ah, tout à fait, une énorme exposition que nous ont donnée nos amis de la Louvière en Belgique. Et je crois qu'il n'y a pas de plus beau symbole d'abord de l'union de la littérature et de la bande dessinée que l'œuvre de Hugo Pratt, qui est lui aussi, je crois, un enfant de Stevenson. Hugo Pratt, vous pouvez répondre à Michel Lebris, hein? Bonsoir. Bonsoir. Évidemment, je suis, comme beaucoup de nous et vous aussi, fils de l'imagination et de la poésie de Robert Louis Stevenson. Alors moi, je suis très content de me trouver ici à Saint-Malo. Mais alors, votre héros est très littéraire parce que dans ses aventures, il côtoie des personnages célèbres, que ce soit Jack London ou même Hemingway. Ce sont de simples clins d'œil ou c'est beaucoup plus? Non, écoutez, je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'est une affaire que Corto Maltese aussi, il a eu peut-être des études classiques quand il était jeune. Alors il se trouve en bonne compagnie avec des livres et de bonnes
de bons écrivains. Alors, comment vous situez-vous? Je sais que la question vous a déjà été posée, mais comment vous situez-vous par rapport aux autres dessinateurs de bande dessinée? Vous avez-vous des références littéraires que les autres n'ont pas, peut-être, non? Je ne peux pas parler pour les autres, hein, parce qu'après tout, je viens des études classiques, alors j'avais un certain entraînement à la lecture. Pour les autres, moi je ne sais pas, je crois que beaucoup des autres dessinateurs font la même démarche. Et il y aura, quizás, un autre point de vue que non le mien. Et votre héros, Corto Maltese, c'est ce capitaine sans navire. Vous allez puiser dans la littérature encore ses prochaines aventures. Dites-nous deux mots de l'avenir de Corto Maltese. L'avenir de Corto Maltese sera doré. Bon, très bien. Michel Lebris, un dernier mot. Il y a bien sûr un certain nombre d'écrivains. Alvaro Mutis, Grand Prix Médicis étranger cette année, est présent également à Saint-Malo? Oui, Alvaro Mutis est là, et d'ailleurs ravi de rencontrer Hugo Pratt parce qu'il trouve des étranges correspondances entre Macrol le Gabier, le personnage de ses romans, et Corto Maltese. Et la référence, je crois, effectivement, pour les deux est celle de Stevenson. Merci messieurs, donc en direct du premier festival international du livre d'aventure et de voyage, Étonnant Voyageur, c'est son nom. La bande dessinée est en deuil aujourd'hui. Jacques Lob, dessinateur et scénariste, est décédé des suites d'un cancer. Il laisse l'empreinte de son humour féroce dans de nombreuses publications. Métal Hurlant, où il a créé le personnage de Roger Fringant. Il a également collaboré avec Alexis, Gottlieb et Solé au fameux héros Super Dupont que vous apercevez ici. Jacques Lob était âgé de 58 ans. Il avait obtenu en 1986 le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. La peinture soviétique à la mode à Paris, pour finir ce journal, un courant nouveau amorcé en 1987 et qui draine aujourd'hui des œuvres, en attendant de parler de chefs-d'œuvre, des œuvres venues de Moscou, de Leningrad ou de Tbilissi. Les artistes sont encore inconnus en Europe, mais leurs œuvres s'arrachent déjà. Reportage de Nicole Bappel et de Bernard Branc. Pakoun, Yaknin, plusieurs centaines de peintres soviétiques dans les galeries parisiennes. Véritable déferlement. L'art contenu, retenu en URSS, surgit en France. Si la perestroïka accorde le passeport aux toiles, rares sont les peintres présents à Paris. Nous avons pu venir invités par une amie islandaise vivant en France, mais il a fallu 3 mois de formalité. On ne peut pas rester car le gouvernement soviétique change trop peu d'argent. Et nous n'avons que 5 tableaux avec nous. C'est le quota autorisé. Quels sont vos espoirs? Nous avons les pieds sur terre. Nous savons que Paris est sensible aux grands artistes. Il y a ici la mémoire de grands peintres. Nous, ce que nous voulons, que ce soit à Paris ou à Moscou, c'est vivre. C'est tout. Nouvelle route de l'art pour les professionnels français, Paris, Moscou ou Leningrad. Profit pour eux, mais pour les peintres, on peut se poser la question. L'État, il paye pour l'assurance, pour l'exposition, pour le contrat. Mais le peintre, il touche à peu près 20-25%. Expression symbole d'un climat politique et social, cette production est un phénomène historique. Mais dans ce vaste panorama, il va falloir trier le bon grain de livret. Je ne suis pas certain que les collectionneurs aient la meilleure présentation des toiles qu'on appelle aujourd'hui les toiles de la perestroïka. Et puis pour les investisseurs, je me parais assez dangereux d'investir aujourd'hui dans des toiles qui sont actuellement vraiment sans suite, sans suivi. Drouot, mercredi, 100 toiles de 12 jeunes peintres géorgiens étaient mises aux enchères sous le marteau de maître Florence Baron. Mise à prix 500 à 2000 francs pour des tableaux adjugés à moins de 5000 francs. Donc un engouement à gérer avec prudence, les cotes actuelles des peintres soviétiques ressemblent fort à des montagnes russes. Dans un instant, vous allez le voir, il y aura du soleil à la pochette de Michel Touré. Je vous retrouve à 22h45 pour Soir 3. D'ici là, très bon début de soirée à tous.